Hello, bienvenue dans le premier numéro des Petits Reporters, une série de documentaires voyages sur les cultures et les populations des pays du monde. Dans ce premier numéro, je vous emmène avec moi au Maroc pour vous montrer les endroits que j'ai pu visiter et les gens que j'ai pu rencontrer. Donc c'est parti, je vous emmène avec moi à l'aventure. Pendant ces 2 semaines, je vais non seulement passer par les endroits les plus mythiques du Maroc, à l'image de la délirante Marrakech ou de la belle capitale de Rabat, mais aussi tenter de m'aventurer dans des endroits encore préservés du tourisme occidental pour me faire une idée sur l'essence même du pays. Un voyage depuis le Sahara jusqu'aux montagnes d'Akchour, en passant par les gorges d'Hadès et les cascades d'Ouzoud, ponctuées de surprenantes et enrichissantes rencontres. Nous sommes au début de l'été, mon voyage débute au nord du pays, dans la ville de Fès. Considérée comme la capitale spirituelle du Maroc, Fès est partagée en 3. Le cœur de la vieille ville, la Médina, classée au patrimoine mondial de l'UNESCO, l'enceinte royale et enfin les quartiers nouveaux. Mais Fès est aussi célèbre grâce à ses tanneries, là où la peau d'animaux est transformée en cuir pour fabriquer différents vêtements. Vieille de 1000 ans, la plus grande et la plus ancienne est la tannerie de Chouara. Haussmann m'en explique le processus. Maintenant, c'est l'odeur de la fiente des pigeons. On l'utilise pour assouplir les peaux. Après, les relave bien dans la machine à laver, comme le tonneau là-bas. Ensuite, elles utilisent le son de blé qui assouplit les peaux, les éclaircit. Elles les filtrent parce qu'elles produisent l'amidon. Et après, elles les teint avec les fleurs de mimosa. Ensuite, après 2 semaines, elles commencent à les colorer avec les pigments naturels. Le rouge, c'est à base de coquelicot, le bleu, c'est de l'indigo, le vert, l'amande, l'orange, le henné. Il y a des fois, ils mélangent 3 et 4 couleurs ensemble pour faire une autre couleur, comme le fuchsia, le gris, le violet. Et finalement, pour stabiliser et fixer la couleur de la peau, ils utilisent le vinaigre blanc. Ça là, c'est quoi en fait? La laine morte. Il s'en sert pour quoi? Ceci sera pour bourrer les matelas, les coussins. Ce n'est que mon premier jour au Maroc, mais Haussmann vient déjà de m'expliquer une grosse partie de la culture du pays. Les tanneries de Fès et le processus de conception des vêtements en cuir représentent une grosse partie de l'identité marocaine. Malheureusement, ma virée à Fès fut de courte durée. Le rabatteur qui m'avait emmené dans les tanneries avec beaucoup d'insistance s'est avéré menaçant envers moi lorsque j'ai refusé d'acheter un article. Cette mauvaise expérience passée, je ne me focalise pas davantage dessus et prends la route pour descendre vers le sud. Les paysages que je découvre pendant ces quelques premières heures de route sont impressionnants. Un désert de roches est à perte de vue et soudainement, je m'enfonce dans un canyon à l'américaine où le style architectural des quelques bâtiments me montre bien dans quel pays je suis réellement. La minute d'après, sorti de nulle part, un lac bleu émeraude s'offre à moi. Les oasis s'enchaînent les unes après les autres dans ce désert où la température oscille autour des 40 degrés toute la journée. Après 7 heures de route, je passe enfin les portes du Sahara. J'aperçois au loin mes premières dunes de sable orangé, sans personne à l'horizon. Me voici à Merzouga, très proche de la frontière algérienne. Je suis complètement excitée par cet endroit, car je me prépare à aller bivouaquer dans le désert à dos de dromadaire. Nous partons à 4. Julie et Julia, 2 Suissesses, un Japonais ne parlant malheureusement pas anglais, et moi. Notre guide pour les 2 jours à venir s'appelle Ali, un berbère d'une trentaine d'années. La première et seule fois où je m'étais retrouvée sur un dromadaire était en Tunisie, à l'âge de 5 ans. Lorsque la bête s'était levée du sol, j'avais pleuré toutes les larmes de mon corps de peur. Peu importe, cette fois-ci, à 22 ans, aucune larme n'a coulé. Étant cavalière depuis mon plus jeune âge, je dois quand même admettre que monter un dromadaire fait plutôt mal aux fesses et secoue beaucoup. Mais le moment est magique. Il n'y a absolument rien autour de nous, personne à perte de vue, et le soleil se couche lentement au-dessus des dunes. Après 1h30 de balade, nous arrivons au beau milieu du Sahara. Le camp est absolument magique. Les tentes sont montées au creux des dunes, alors qu'Ali profite de ce moment tranquille pour prier.
je décide d'aller admirer la nature qui se trouve autour de moi avant le dîner. Like this. If there is sun or windy, you make like this. Yeah. And there is windy, le vent. I'm like this. Ah, c'est ici. La nuit tombée, Ali commence à nous préparer à manger dans sa petite cuisine aménagée. Oh nein, bisschen scharf. Tagine, couscous, pizza. Pizza? Pizza. No, pizza. Pizza with couscous? Yeah. Pizza with couscous? Pizza with some meat, tomatoes, zippies. Like in Italian. Like in Italy. Maybe, I don't know Italian. Thank you. Nous dégustons alors un délicieux tagine avant de s'initier à la musique berbère. Après une bonne nuit sous les étoiles à observer la Voie lactée, le réveil sonne à 5 h du matin. Alors que le reste du camp dort encore, je grimpe sur la dune pour observer le soleil se lever. Après avoir bien profité de ce spectacle naturel, il est temps d'aller prendre le petit-déj. Il faut déjà quitter ce si bel endroit pour remonter sur nos dromadaires et rentrer à Merzouga. Cette expérience dans le Sahara était vraiment magique, mais il est temps de reprendre la route. Je roule à travers des paysages lunaires et désertiques, ne croisant que quelques animaux sur des dizaines de kilomètres. Avant d'atteindre mon nouveau point de chute, Tingir. Je suis alors accueilli chez Mohamed, berbère gérant une auberge dans le village. Alors que le ramadan se termine, il me raconte l'importance de la famille dans sa culture. Chez nous, les parents, on ne peut pas le mettre, c'est comme par exemple dans les pays européens, dans la maison de retraite, il n'y a pas ça. On ne peut pas mettre les parents par rapport à ce que voilà, ils nous ont grandi et tout ça, et au dernier moment, on va dire hop, on va vous mettre dans la maison de retraite. On n'a pas ça, on ne peut pas, dans la culture marocaine même. Oui, justement, pour l'Aïd, par exemple, vous êtes tous retrouvés en fait pour Oui. faire la fête. Ben, la journée de l'Aïd, dans les premières heures, en fait, on y va dans une grande place, on fait la prière de l'Aïd. Ce qui est important dans la prière de l'Aïd, c'est que le retrouvailles des gens du village, de pardonner à l'autre, de pas vraiment, même si on a si on a disputé entre nous et tout ça, ce jour-là, il faut que ça finisse, quoi. Après, on y va tous à la maison, et après il y a tous les voisins, toute la famille, les sœurs ou les frères qui sont un peu partout, ils viennent visiter les parents, il y a les gâteaux, il y a le manger, il y a la discussion entre eux pendant 1 heure, 2 heures, et après on y va chez les autres aussi, chez les voisins. La religion musulmane et ses traditions se basent donc sur le fort lien existant au sein des familles.
Sur les conseils de Mohamed, je continue mon aventure dans les environs de Tingir, aux gorges de Todga. 45 degrés au compteur, je découvre l'un des seuls endroits où il est possible de se rafraîchir. Les parois de cette gorge atteignent par moments 300 mètres de hauteur et seulement quelques mètres de large. Je suis assez surprise de ne voir quasiment aucun touriste. Les Marocains viennent ici en famille pour se baigner dans les quelques centimètres d'eau qui coulent de la montagne. Je continue un peu ma route pour aller vers d'autres gorges, celle de Dadès. On peut d'abord découvrir ces canyons étroits d'en haut, puis descendre la route pour les admirer d'en bas. L'eau est rare, mais forme par moments des petits lits entre les roches. Les gorges de Dadès et la route pour y accéder sont vraiment fascinantes. Je me dirige maintenant vers la fameuse Ouarzazate alors que le soleil se couche tranquillement. Située à 1100 mètres d'altitude, cette ville est considérée comme étant la porte du désert. Elle est l'un des sites marocains les plus prisés pour les tournages de films comme Gladiator, La Momie ou même Astérix et Obélix Mission Cléopâtre. J'en suis déjà à la moitié de mon voyage. Ouarzazate n'est qu'un point de passage pour moi, mais je décide d'aller visiter les environs et de m'approcher du barrage El Mansour et d'Abi. La terre est tellement sèche ici. Bon, je pense que si personne ne vient ici, c'est parce que c'est un peu du sable mouvant et que je me suis enfoncée jusqu'au mollet dans le trou qui est là-bas. Bon bah c'est sympa hein. Pour ça c'est très beau. Essayer de se rincer dans l'eau sans tomber dans le sable. Voilà, je suis tombée dans ce petit trou qui m'arrive quand même à la moitié du mollet. Ça fait un petit bain d'argile. C'est vrai que j'ai pas trop fait attention aux signes avant-coureurs. Après cette petite aventure salissante, je trace la route vers l'ouest et fais un arrêt au Ksar d'Aïd Ben Haddou. Inscrit au patrimoine mondial de l'UNESCO, le village surnommé le Mont Saint-Michel des Chleux, une ethnique berbère du Maroc, est à flanc de colline et représente parfaitement l'architecture traditionnelle du sud marocain. Avec une rivière traversant la vallée, l'agriculture y est bien présente. Pour atteindre mon prochain point de chute, Marrakech, je n'ai d'autre choix que de traverser les montagnes de l'Atlas en passant par le col de Tishka. Je grimpe à plus de 2200 mètres d'altitude et découvre de superbes panoramas. J'arrive en fin de journée à Marrakech, surnommée la Ville Rouge. Je décide alors de découvrir la fameuse place Djema El Fna pour me faire une idée de l'ambiance qui règne ici. Je déguste même mon premier couscous du voyage. Une nouvelle journée commence à Marrakech. Je m'apprête à arpenter les ruelles sinueuses de la Médina pendant quelques heures. Ma balade débute par la mosquée Koutabia, la mosquée des libraires, édifiée au XIIe siècle. Elle tient son nom de sa localisation à l'époque dans le souk des marchands de manuscrits.
Juste à côté, le parc Lala Asna permet de se reposer en plein cœur de la ville. Je continue mes découvertes dans les toutes petites rues de Marrakech, à travers les marchés et les souks de la ville. Après avoir marché plusieurs heures, je retourne dans mon riad, en plein centre-ville, pour admirer la vue depuis le toit. À cause du Marrakech du Rire et de travaux, les palais Baya et El Badi ne sont pas ouverts au public. Je termine donc la journée en haut du restaurant Le Grand Balcon pour déguster un nouveau couscous avec une vue imprenable du soleil couchant sur la place Jemaa el-Fna. Des milliers de personnes se retrouvent chaque soir sur la place, principalement des touristes venus manger l'une des spécialités locales ou malheureusement venus prendre une photo avec l'un des singes ou des serpents en captivité. La nuit tombe sur Marrakech, une ville un peu trop touristique à mon goût, qui ne reflète pas toute la beauté et la générosité du Maroc. Je reprends donc la route à la recherche d'une plus grande authenticité du pays. Direction les cascades d'Ouzoud, un peu plus au nord de Marrakech. Un passage avec de nombreux petits restaurants permet d'y accéder. Je découvre alors ces somptueuses chutes d'eau de plus de 110 mètres de hauteur. Perché à 1000 mètres d'altitude dans le Moyen Atlas, Ouzoud est l'endroit parfait pour se rafraîchir et ça se voit. Le site est bondé de monde. Des jeunes Marocains apprennent à plonger quand d'autres touristes s'approchent des cascades en bateau. Je remonte le chemin pour découvrir les cascades d'en haut. Je m'approche alors du vide et admire le superbe arc-en-ciel qui se forme. Les cascades sont nichées au milieu d'une immense vallée verdoyante. On remerciera le GPS, la route principale étant là, goudronnée et très belle, mais il me fait passer par la route de montagne en terre. Je quitte le site d'Ouzoud pour rejoindre Beni Mellal, où Mariam, une jeune Marocaine, m'attend pour la soirée. Elle m'accueille grâce au site Couchsurfing, mais c'est la première fois qu'elle ouvre ses portes à une inconnue. Bonjour. Alors, bonjour. Comment vas-tu? Merci de m'accueillir, c'est Non, très gentil. tu as soyez la bienvenue. Merci. Mariam est musulmane pratiquante et de par ses croyances, elle ne préfère pas montrer son visage devant la caméra. Mais sa générosité est exceptionnelle. Merci beaucoup. Merci. Je suis trop gâtée là. Je profite d'une bonne douche chaude pendant qu'elle me prépare un gâteau au chocolat, du thé à la menthe et plein de choses à grignoter. Après ce bon repas, Mariam me propose d'aller profiter de la nuit tombante sur le balcon. On finit par discuter pendant des heures de nos différentes cultures. Elle m'explique notamment comment les devoirs de la religion musulmane sont un choix de sa part. Ses croyances sont très fortes et ce n'est pas une contrainte pour elle de mettre le voile et de ne se dévoiler pour aucun autre que son mari. Un nouveau jour commence. Mariam me propose de rester plus longtemps que prévu pour pouvoir me préparer un tagine le midi. J'attends donc qu'elle revienne du travail et lui demande de filmer ses mains pendant la préparation du plat. Petit cours de cuisine pour un rapide tagine au kefta.
la vapeur de tagine, tu vois, lorsqu'on met d'eau ici, et elle cuit avec la vapeur. Ah, d'accord. Ça a l'air fort. C'était adorable tout ce que tu as fait pour moi, c'est vraiment très gentil. Toi aussi, tu es adorable. Si tu veux revenir, soyez la bienvenue. Avec plaisir. Si je reviens un jour, je t'appellerai pour te dire. C'est gentil. Merci pour tout. Bonne route. Bye. Good luck. Merci. C'est trop triste. C'est ainsi que se termine mon court séjour chez Mariam. Un moment où j'ai pu me sentir comme à la maison, même au sein d'une culture à l'opposé de la mienne. Trop gentil, merci. Je reprends la route pour aller enfin trouver l'océan et la mythique capitale du Maroc, Rabat. Je vais visiter la ville pendant une journée avant de retrouver Yosra, une jeune Marocaine qui a accepté de répondre à mes questions. Je commence ma visite de Rabat par le site de Chella, une nécropole située sur l'emplacement d'une cité antique. Un superbe site archéologique au beau milieu de la capitale marocaine. Je me balade à travers les ruines pour tenter de comprendre l'histoire qui en ressort. Je continue ma découverte de Rabat en faisant un petit détour par la tour Hassan. Elle représente le minaret d'une mosquée inachevée au XIIe siècle. L'entrée est gardée par des soldats à cheval en tenue traditionnelle. Rabat n'est pas une immense capitale. Elle compte presque 600 000 habitants, mais se visite facilement à pied. Elle regroupe un centre d'affaires avec les sièges des plus grandes entreprises marocaines, mais aussi toute une partie où l'authenticité prime, avec la pêche, les immenses plages ou encore les belles ruelles de la Médina. Au bord de l'Atlantique, son climat y est bien plus doux que dans le centre du Maroc. Je suis bien contente de retrouver l'eau après avoir traversé une partie du désert. Mais alors que je me balade tranquillement, un homme commence à me suivre avec insistance. Laisse-moi tranquille. Stop. Arrête de me suivre. Dégage, arrête de faire ça là. Fais pas ça. Non, fais pas ça. Non, je crois pas. Il me colle pendant plus d'une demi-heure avant que je n'arrive à le semer. La journée se termine, je m'en vais retrouver Yosra pour la soirée. Jeune marocaine musulmane de 27 ans, Yosra m'explique l'importance de la religion à ses yeux. Pour moi, c'est plus pour se sentir bien aussi, c'est-à-dire au fond de soi. C'est une sorte, on va dire, entre guillemets, peut-être de thérapie aussi, de se rassurer, de se dire il y a une vie après la mort, il y a quelque chose, tu vois, quelqu'un qui me surveille, il y a... Donc voilà, pour moi, la religion, c'est pas une contrainte. C'est-à-dire que pour moi, le jeûne, si je le fais, c'est aussi parce que c'est bon pour la santé. Pourquoi le jeûne est important? À la base, c'est pour sentir ce que ressentent les pauvres. C'est pour ça qu'on jeûne, à la base. C'est pour se mettre à la place du gars qui n'a pas bouffé toute la journée. À la base, c'est exactement ça. Donc je me dis, parfois pendant le ramadan, t'as des gens qui s'énervent parce qu'ils n'ont pas fumé, ils sont pas bien, ils dorment toute la journée. Pour moi, eux, ça sert à rien qu'ils le fassent. Parce que c'est pas ça le but. Le but, c'est de se retrouver. À partir du moment où tu t'énerves ou t'insultes les gens, va manger, quoi. Ça sert strictement à rien. Donc moi, au contraire, c'est une période où je suis vraiment en mode, tu vois, spirituel, où je me ressens sur moi-même, etc. Pour elle, la religion ne se résume pas qu'à la façade de la personne. C'est surtout un sentiment de bien-être, de respect et de partage. Moi, ce que je pense, c'est que le voile, c'est plus une façon, encore une fois, pour aider une personne. C'est-à-dire que si moi, j'ai pas trop confiance en moi, que je sens que les hommes me regardent d'une manière, j'arrive pas à supporter,
pour moi c'est une manière, je sais pas, ça me rassure, je me dis qu'en mettant le voile je vais peut-être aller au paradis, que je vais être mieux, etc. Bah, tant mieux. Ah, mais il faut que je sois convaincue, c'est-à-dire moi je veux mettre le voile. Et j'ai des cas encore une fois dans ma famille où le mari ne voulait pas que la femme mette le voile et la femme l'a mis. Pourquoi? Parce qu'elle était convaincue. Elle dit moi c'est quelque chose que je veux mettre, je suis mieux, je me sens mieux. Pour moi c'est aussi l'éducation qui fait que on prend ses décisions. Quand on te dit, je sais pas moi, quand on te dit toute ta vie qu'un voile ben, ça te permet d'aller au paradis, ben forcément tu y crois. Quand on te dit rien et qu'on te laisse prendre tes décisions, bah si tu le mets, tant mieux. Ça veut dire que tu es convaincu et que c'est toi qui as pris cette décision. Si tu le mets pas, bah tant mieux aussi, ça veut dire que tu es convaincu. Parce que, par exemple, une femme comme moi, occidentale, quand elle vient dans un pays comme le tien, où la culture est vraiment différente, justement, de par la religion, par le code vestimentaire ou par des choses comme ça, est-ce qu'elle s'adapte au pays où elle va, ou si elle reste dans sa culture à elle, mais dans ton pays, tu trouves ça normal? Alors, ça dépend. Si une fille comme toi va dans un patelin où juste de voir un petit décolleté, ça va les exciter, machin, bah, pour moi, c'est moi qui suis un peu sur leur territoire. Tu vois ce que je veux dire? C'est-à-dire que je vais pas me mettre le voile et machin, je vais mettre un t-shirt un peu plus, tu vois, parce que je sais que ces gens-là n'ont pas l'habitude et que ça risque un peu de les choquer. Moi, quand je vais en France, je ne vais jamais mettre une burqa parce que c'est interdit, parce que je vais me plier à ça. Mais c'est là où je te dis, il faut le faire intelligemment. Après je suis contre de dire, je sais pas moi par exemple, tu me dis je vais au Sahara, au fin fond d'un petit village, ah bah il faut que je me voile, ou il faut... Non, ça je suis totalement contre, parce que après, tant que tu respectes les gens, en gardant ce que tu es en fait. En quelques minutes, Yosra m'en apprend tellement sur la culture de son pays et sur toutes les interrogations que je pouvais avoir par rapport à la religion musulmane. Après une nuit dans la voiture, c'est avec bien plus d'informations en tête que je reprends la route pour aller vers le nord du Maroc et atteindre les montagnes d'Akchour au lever du soleil. Des guides m'accostent, mais comme à mon habitude, je refuse poliment, préférant découvrir les environs par moi-même. Les chemins sont très mal indiqués et je ne comprends pas lequel je dois prendre pour atteindre les cascades. Je me retrouve finalement à grimper dans la montagne. Bon, on va pas se mentir, moi qui n'ai pas le pied sûr et qui ai un vertige phénoménal, que ce soit en montée ou en descente, la montagne, c'est chaud. Au bout de presque 1 heure de marche, on arrive sur le pont de Dieu. Avec une très jolie vue sur les gorges et l'eau qui passe tout en bas. Bon, après 1 heure de marche, j'ai atteint le pont de Dieu. Puis j'ai voulu continuer dans le chemin qui fait ça là, hop, jusque là-haut. Et en fait, si on continue, ça va tout là-bas. Ça prend des heures. Du coup, j'ai fait demi-tour. Me rendant compte que je n'ai pas pris le bon chemin, je dois tout redescendre, mais la pente est assez sèche et avec mon vertige, j'avance lentement. C'est alors que je croise un Marocain qui me propose gentiment de m'aider à descendre. Il ne parle pas un mot d'anglais, mais la communication avec les gestes est plutôt bonne. C'est à ce moment-là que tu peux choisir entre ce chemin qui part tout droit, donc qui t'appelle, mais qui va dans les montagnes, ou ce petit bout de terre bien caché qui va vers les cascades. Je décide donc de retenter ma chance en prenant le second chemin censé mener vers les cascades. Je longe enfin le cours d'eau qui coule à travers la roche. Mais les points de passage ne sont pas tous simples. Des petits ponts en bois à moitié cassés permettent de traverser les endroits où l'eau est trop profonde. Étant seule, j'attends que d'autres personnes passent pour leur demander de l'aide. J'atteins finalement non sans mal mes premières cascades. L'eau est vraiment magnifique et je n'ai pas le courage d'aller plus loin dans les rochers.
Je rebrousse chemin et après avoir mangé un bon tagine, j'arrive enfin à Chefchaouen, surnommée la ville bleue. En arrivant dans la ville, je regarde le GPS sur mon téléphone pour comprendre où est mon auberge. Je me rends compte d'être allé trop loin et décide de faire demi-tour. Quelques secondes plus tard, un policier marocain sort de nulle part et m'ordonne de me poser sur le côté. Il me dit m'avoir vu le téléphone à la main et traverser une ligne continue. D'autant plus qu'il y a un problème avec l'assurance de ma voiture de location. Je me retrouve à devoir emmener le policier jusqu'au poste pour vérifier mes informations. Je me retrouve alors dans le bureau du chef à attendre le fax qui confirme mes informations. Le policier me dit finalement que je suis en règle, qu'il ne retient pas mes amendes, mais je dois le ramener sur le bord de la route pour qu'il termine sa journée. Je n'ai jamais aussi bien conduit de ma vie. Je le dépose et il me dit alors de ne pas être triste. Faisant sûrement référence aux larmes qui m'étaient montées de nerfs au poste, je pense qu'il a eu pitié de moi et m'a ainsi fait sauter mes amendes. L'homme est tellement gentil que je décide d'aller lui acheter à boire et à manger pour le remercier. Cette drôle d'aventure passée, je découvre Chefchaouen, petit village qui se visite facilement à pied à travers toutes ses ruelles. Il y a de nombreuses petites places, des restaurants et des marchés à découvrir. Mon dernier arrêt avant de rentrer en France se fait au site de Volubilis, de superbes ruines antiques à visiter à sa guise entre Fès et Meknès. C'est ainsi que se termine mon beau voyage au Maroc. 2 semaines à parcourir autant les grandes villes touristiques que les petites régions berbères. J'ai eu la chance de découvrir la réelle culture et les traditions marocaines. J'ai pu rencontrer des gens qui ont pris le temps de discuter avec moi et de me montrer toute leur générosité. Parfois, j'ai aussi croisé sur ma route des hommes un peu insistants, mais qui n'ont pas gâché ma belle aventure. Depuis les dunes du Sahara jusqu'aux montagnes de l'Atlas, en haut des cascades d'Ouzoud ou des montagnes d'Akchour, j'ai pu apprécier toute la beauté naturelle d'un pays. Un voyage en solo où je ne me suis finalement quasiment jamais sentie seule. Je n'avais aucune idée de ce qui m'attendait dans un pays où la place de la femme et de la religion sont totalement différentes de chez moi. Mais passé au-dessus de mes préjugés, j'ai appris à quel point les croyances ne sont pas une contrainte, mais vraiment un choix. Une manière de vie pour se sentir en sécurité, se retrouver en famille et compter sur son entourage pour ne jamais nous abandonner. Parce qu'à mes yeux, c'est vraiment ça qui définit le Maroc, l'entraide, le partage et l'amour de son prochain.